Tu te trompes complètement sur le temps. Tu penses probablement savoir ce que c'est, parce que tu regardes une montre, ou parce que tu te sens vieillir. Mais ce n'est pas le temps. Ce n'est qu'une sensation, un tour biologique. La plupart des gens se promènent avec cette idée poétique en tête, selon laquelle le temps serait un fleuve. Tu l'imagines couler, t'emportant du passé vers le présent, puis vers le futur. Tu penses qu'il se déplace. Mais voici le problème avec cette belle image. Si le temps est un fleuve, à quelle vitesse coule-t-il? 1 seconde par seconde. Cela ne veut rien dire. C'est comme dire qu'une table mesure une table de long. Ça ne t'apprend absolument rien sur la nature de la réalité. La vérité est bien plus étrange, bien plus mécanique et, honnêtement, beaucoup moins romantique qu'un courant qui s'écoule. Le temps ne coule pas. Le temps ne te pousse nulle part. Et si tu penses avoir une bonne compréhension du fonctionnement du temps simplement parce que tu sais compter les secondes dans ta tête, tu vas avoir un réveil très brutal. Commençons par ce qui se passe dans ton cerveau, car c'est là que la confusion commence. Tu penses que ton horloge interne est un instrument fiable. Elle ne l'est pas. C'est un chaos de système de traduction. Considère une expérience simple. Essaie de compter jusqu'à 60 secondes dans ta tête. Assieds-toi et compte. 1, 2, 3. Tu penses suivre le temps, mais en réalité tu exécutes un programme très spécifique, très personnel. Certains d'entre vous, quand ils comptent, entendent une voix dans leur tête. Vous vous parlez littéralement à vous-même, en subvocalisant 1, 2, 3. Si quelqu'un vous interrompt et vous demande de parler, vous perdez le compte. La machine se bloque. Mais d'autres, et c'est là que ça devient intéressant, n'entendent aucune voix. Ils voient des agendas, des images. Ils peuvent voir un mètre ruban avec des chiffres qui défilent comme un téléscripteur. Clink, clink, clink. Si tu utilises ce système visuel du mètre ruban, tu peux réellement lire un journal ou consulter une liste de linge pendant que tu comptes le temps. Tu peux trier tes chaussettes, observer les motifs du tissu et continuer à faire défiler ce maître mental parfaitement. Mais la personne qui compte avec une voix ne peut pas lire un seul mot sans perdre le fil du temps. Cela nous apprend quelque chose de fondamental. Ce que tu ressens comme le passage du temps n'est qu'une construction mentale, un jeu de reconnaissance de motifs joués par ton cerveau. Cela varie énormément d'une personne à l'autre. Ce n'est pas une constante universelle. C'est une hallucination biologique. Donc, quand on parle de physique, quand on parle de l'univers, il faut jeter ton cerveau par la fenêtre. Il faut arrêter de parler de ce que ça fait ressentir et commencer à parler de ce que c'est réellement. En physique, nous devons être opérationnels. Cela signifie que nous ne demandons pas quelle est l'essence du temps. C'est une question pour les philosophes qui aiment débattre autour d'un café. Nous demandons « Comment le mesure-t-on » Et la réponse est presque décevante de simplicité. Le temps n'est qu'un moyen d'ordonner les événements. C'est tout. C'est un système d'étiquetage. Imagine un jeu de cartes. Tu les disposes en ligne. Tu peux dire que le valet est avant la dame et que le roi est après la dame. Les cartes ne bougent pas. La table ne coule pas. L'ordre est simplement une propriété structurelle de la façon dont les cartes sont disposées. Le temps est la table. Les événements sont les cartes. Quand nous disons que le temps passe, nous ne faisons que lire les cartes de gauche à droite. Cela nous amène à la plus grande erreur que tout le monde commet. Tu penses que le temps est un contenant. Tu imagines que l'univers est une grande boîte vide et que le temps est une horloge accrochée au mur de cette boîte, qui continue de tic-taquer même si la boîte est vide. Tu penses que si on retirait toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les atomes et toute la lumière, le temps continuerait de s'écouler. Tic, tac, tic. Faux. C'est la vision newtonienne, et elle est morte. Le temps n'est pas une scène de fond. Le temps est une mesure du changement. Si absolument rien dans l'univers ne change, aucun atome ne vibre, aucune lumière ne se déplace, aucune énergie ne se transforme, alors le temps s'arrête. Il cesse d'avoir un sens. Tu ne peux pas définir une seconde sans un processus physique pour la marquer. Un pendule qui oscille, un cristal de quartz qui vibre, un atome de césium qui oscille. Le temps n'est pas séparé de la matière de l'univers.
Le temps est une propriété de cette matière. C'est là que ton intuition se rebiffe. Tu dis « D'accord, mais le temps agit forcément sur les choses. Le temps me fait vieillir. Le temps fait tourner le lait. » Non, c'est un piège linguistique. Le temps n'est pas un agent. Le temps n'a pas de main. Il ne met pas la main dans le frigo pour faire tourner ton lait. Ce sont les bactéries qui font ça. Les réactions chimiques. L'entropie. Le temps n'est que le système de comptabilité que nous utilisons pour suivre la vitesse à laquelle ces réactions se produisent. Dire que le temps l'a fait, c'est comme dire que les centimètres ont construit la maison. Les centimètres n'ont rien construit. Les charpentiers l'ont fait. Les centimètres te disent simplement où sont les murs. Le temps est la règle, pas l'ouvrier. Poussons encore cette analogie de la règle, car c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Si le temps n'est qu'une règle pour mesurer la distance entre les événements, que se passe-t-il si cette règle est flexible? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un fait mesurable. Nous pensions autrefois qu'une seconde était une seconde partout dans l'univers. Si tu avais une horloge sur Terre et une horloge sur Mars, elle ferait tic-tac en parfaite synchronisation. Cela semble évident, cela semble juste, et c'est complètement faux. La vitesse à laquelle une horloge bat dépend de l'endroit où elle se trouve et de sa vitesse de déplacement. Ce n'est pas un défaut mécanique de l'horloge, c'est une caractéristique fondamentale de la réalité. Imagine que tu conduises une voiture sur une immense feuille de papier plate. Tu peux conduire vers le nord ou vers l'est. Si tu vas uniquement vers le nord, tu avances au maximum dans cette direction. Mais si tu tournes le volant et roules vers le nord-est, tu partages ta vitesse. Tu avances un peu vers le nord et un peu vers l'est. Tu ne vas plus aussi vite vers le nord qu'avant, car tu as détourné une partie de ton mouvement vers l'est. Maintenant, remplace le nord par le temps et l'est par l'espace. C'est l'essence de la relativité. Tu te déplaces toujours dans l'univers à une vitesse constante. Mais ce mouvement est réparti entre l'espace et le temps. Si tu restes parfaitement immobile sur ta chaise, tu consacres tout ton mouvement à avancer dans le temps. Tu voyages vers le futur à la vitesse maximale, 1 seconde par seconde. Mais dès que tu te lèves et marches, ou que tu montes dans une fusée et voles, tu détournes une partie de ce mouvement vers l'espace. Tu te déplaces dans l'espace, ce qui signifie mathématiquement que tu dois te déplacer plus lentement dans le temps. Ton horloge ralentit, ton vieillissement ralentit. Tu ne casses pas la machine, tu changes simplement de direction sur la carte. Si tu pouvais te déplacer à la vitesse de la lumière, qui est la limite de vitesse maximale de l'univers, tu utiliserais 100% de ton mouvement pour l'espace. Il ne te resterait aucun mouvement pour le temps. Pour un photon de lumière, le temps ne passe pas. Il naît et est absorbé au même instant de son propre point de vue. L'univers est figé. Tu te dis peut-être « Et pourtant, je ne sens pas ma montre ralentir quand je cours pour attraper le bus. » Bien sûr que non. Tu es trop lent. Tu es un escargot biologique. Les effets sont minuscules à l'échelle humaine, mais ils sont réels. Nous devons programmer les satellites avec ces calculs. Les satellites vont vite, donc leur temps est différent du tien. Nous devons littéralement ajuster le mouvement de leurs horloges. Il y a un autre aspect du temps qui nous trompe, et il revient à ce problème de comptage de chaussettes, la reconnaissance de motifs. Nous percevons le temps comme ayant une direction, une flèche. Le passé est figé, le futur est ouvert. Tu peux te souvenir du petit déjeuner, mais pas du dîner. Pourquoi ? Si les équations de la physique fonctionnent vers l'avant comme vers l'arrière, et la plupart le font, pourquoi ne pouvons-nous pas nous souvenir du futur ? Si tu filmes une planète orbitant autour d'une étoile et que tu passes le film à l'envers, cela semble parfaitement normal. Cela obéit toujours aux lois de la gravité. Mais si tu filmes un œuf tombant au sol et se brisant, puis que tu passes le film à l'envers, tout le monde sait que c'est faux. Le jaune ne saute pas du sol pour s'assembler en une sphère et se refermer dans une coquille. Voici le secret. Cela n'a rien à voir avec le temps lui-même. C'est une question de probabilité, de désordre. Il est beaucoup plus facile de casser un œuf que d'en construire un. Il existe 1 milliard de façons pour qu'un œuf soit cassé, mais une seule disposition précise pour qu'il soit intact. À mesure que les choses bougent et interagissent, elles passent naturellement d'un état organisé, peu d'options, à un état désorganisé, beaucoup d'options.
Nous appelons cela l'entropie. Et c'est la seule raison pour laquelle tu ressens une flèche du temps. Tu observes l'univers battre les cartes. Tu commences avec un jeu parfaitement ordonné. Et chaque seconde qui passe correspond simplement à un mélange supplémentaire. Tu ne peux pas démélanger le jeu par la seule force de la volonté. Cela signifie que ta sensation du temps qui s'écoule n'est en réalité que ton cerveau qui enregistre l'augmentation du désordre dans l'univers. Tu es un détecteur de désordre. Quand tu distingues le passé du futur, tu distingues en réalité le moins désordonné du plus désordonné. Si l'univers était dans un état de désordre maximal, d'entropie maximale, où tout serait uniformément réparti et où rien d'intéressant ne se produirait, ton cerveau ne pourrait pas distinguer le passé du futur. Il n'y aurait aucun œuf à casser, aucun souvenir à former. Dans un univers à l'équilibre thermique, la flèche du temps disparaît. Revenons donc à ces personnes qui comptent dans leur tête, celles qui voient le maître ruban et celles qui entendent la voix. Elles essaient toutes deux d'imposer une structure linéaire rigide à un univers qui est en réalité bien plus flexible. Nous construisons ces modèles mentaux, ces machines à compter, parce que nous en avons besoin pour survivre. Nous devons savoir quand le tigre arrive ou quand la récolte est prête. Nous avons évolué pour suivre des durées, pas pour comprendre la dimension du temps. Nos cerveaux sont efficaces, pas précis. Nous nous concentrons sur le présent parce que c'est là que nous vivons. Mais en physique, le maintenant est un concept très glissant. Si toi et moi sommes côte à côte, notre maintenant est pratiquement le même. Mais si tu es sur une planète à 1 million d'années-lumière et que tu commences à t'éloigner de moi, ta définition du maintenant tranche l'univers selon un angle différent du mien. Ce que tu considères comme se produisant maintenant peut être dans mon futur. Ce que je considère comme maintenant peut être dans ton passé. Il n'existe pas de maintenant universel recouvrant tout l'univers comme une couverture. L'univers est un bloc d'événements, un pain à 4 dimensions. Et la manière dont tu tranches ce pain dépend de ta vitesse. C'est difficile à comprendre. Cela semble faux. Cela donne l'impression que je te dis que le haut est en bas. Mais c'est parce que tu essayes de traduire le langage de haut niveau de l'univers dans le langage de bas niveau de ta biologie. Tu essaies de compter des chaussettes, alors que tu devrais mesurer des faisceaux de lumière. Quand tu forces l'univers à entrer dans ton intuition, tu obtiens de la confusion, des paradoxes. Mais quand tu lâches ce que tu crois être le temps, quand tu arrêtes d'essayer de le compter comme du linge et que tu commences à le mesurer comme une dimension de l'espace, soudain les équations fonctionnent. Soudain, l'univers a du sens. Nous n'avons pas fini, même si nous acceptons que le temps est une dimension et qu'il s'étire et se contracte avec la vitesse. Une question bien plus profonde se cache au fond du puits. Nous avons parlé de la mesure du temps et de la flèche du désordre, mais pas du commencement. Si le temps est une mesure du changement, que se passe-t-il lorsque l'on rembobine le film jusqu'à la toute première image? Si l'univers est en expansion et que nous remontons le film, il devient de plus en plus petit, de plus en plus chaud. Finalement, on atteint un point où les lois de la physique elles-mêmes commencent à se dissoudre. Tous nos instruments, horloges, atomes, planètes, faisceaux de lumière, existent à l'intérieur de l'univers. Mais si l'univers lui-même est né lors d'un instant que nous appelons le Big Bang, est-il logique de demander ce qui s'est passé avant? C'est le test ultime de ta nouvelle définition du temps. Si le temps n'est qu'un moyen d'ordonner les événements à l'intérieur de l'univers, alors demander ce qu'il y avait avant l'univers pourrait être aussi dénué de sens que demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question semble grammaticalement valide, mais géométriquement absurde. Il n'y a pas de nord au-delà du pôle Nord. Il n'y a peut-être pas de temps avant que le temps commence. Et pourtant, nous avons toujours cette sensation tenace, ce compteur interne, cette voix qui compte 1, 2, 3. Nous voulons désespérément que l'univers ait une histoire préalable. Nous voulons une chronologie qui s'étire à l'infini vers le passé. Il est difficile d'accepter que le maître ruban ait simplement commencé, que la machine à compter ait eu un bouton marche. Cela crée une friction entre notre psychologie et notre cosmologie. Nous sommes des êtres finis essayant de comprendre l'infini avec des outils faits de chair et d'électricité. C'est déjà un miracle que nous comprenions quoi que ce soit.
Considère à nouveau les motifs. La personne qui voit le maître ruban peut compter tout en lisant parce qu'elle utilise des circuits différents. Le visuel contre le verbal. La physique fonctionne de la même manière. La mécanique classique était le comptage verbal. Elle fonctionnait pour le quotidien. La relativité est le maître ruban visuel. Elle nous permet de traiter des motifs complexes que l'ancienne méthode ne pouvait pas gérer. Nous mettons constamment à jour notre logiciel mental pour correspondre au matériel de la réalité. Et ce processus de mise à jour est douloureux. Il exige d'abandonner des idées que nous aimons, comme le fleuve du temps. Mais voici la partie magnifique. Même si ton intuition est fausse, même si ton horloge interne est un bricolage biologique, et même si le temps est une dimension flexible et relative plutôt qu'un métronome strict, tout cela fonctionne quand même pour toi. Tu peux encore faire cuire un œuf. Tu peux encore retrouver un ami pour un café à 14 heures. L'étrangeté de la relativité est cachée sous le capot. Tu n'as pas besoin de comprendre le moteur à combustion pour conduire une voiture, et tu n'as pas besoin de comprendre les métriques de l'espace-temps pour vivre ta vie. Mais n'est-ce pas mieux de savoir? N'est-ce pas mieux de savoir que le moteur est là? Revenons à cette étrange expérience de comptage. Souviens-toi de la différence entre celui qui entend les nombres et celui qui les voit. Ce n'est pas qu'un tour de salon. Cela révèle un gouffre terrifiant dans notre manière de comprendre l'univers. Quand deux personnes parlent d'un sujet complexe comme le temps, la relativité ou l'amour, elles pensent parler le même langage. Elles hochent la tête. Elles disent « je comprends ». Mais que se passe-t-il réellement? Tu exécutes un immense système de traduction invisible. Tu prends mes mots et tu les convertis en images mentales privées, qui peuvent être totalement différentes des miennes. Je dis 1 minute, et je vois un cadran d'horloge. Tu entends une voix dire 60 secondes. Nous arrivons à la même réponse, donc nous pensons être d'accord, mais les machines internes sont totalement étrangères l'une à l'autre. Cela est crucial en physique, car cela expose la fragilité du bon sens. Le bon sens n'est que l'ensemble des préjugés que tu as acquis avant l'âge de 18 ans. Il est bâti sur tes images mentales spécifiques. Si ton image du temps est un ruban numéroté, tu auras du mal à comprendre comment le temps peut se courber. Si ton image est une voix qui compte, tu auras du mal à comprendre comment le temps peut être spatial. Quand nous essayons de t'enseigner le vide quantique ou la courbure de l'espace-temps, nous ne te donnons pas seulement de nouveaux faits. Nous te demandons de supprimer ton système d'exploitation, de jeter le maître ruban et de faire taire la voix. Et c'est pour cela que c'est si difficile. Ton cerveau rejette cela. Tu n'es pas simplement en train d'apprendre, tu traduis à contre-courant de ta propre biologie. Alors, essayons de briser encore une fois cette biologie. Nous avons parlé du ralentissement du temps quand tu te déplaces. Mais il y a une conséquence encore plus perturbante. Cela détruit la notion de simultanéité. Imagine 2 très longs poteaux séparés de plusieurs kilomètres. Tu décides de faire clignoter une lumière au sommet de chacun, exactement au même instant. Tu les vois clignoter ensemble. Simple. Mais maintenant, imagine un vaisseau spatial qui passe à côté de toi à la moitié de la vitesse de la lumière. Pour la personne dans le vaisseau, ces éclairs ne se produisent pas en même temps. Elle mesurera, avec des instruments parfaits, que l'un des poteaux a clignoté avant l'autre. Qui a raison? Toi ou le vaisseau? Vous avez tous les deux raison. C'est là que le cerveau humain se brise. Nous sommes obsédés par l'idée d'un « maintenant » universel. Nous pensons que, maintenant, quelque chose se produit sur Mars. Mais le maintenant n'est pas une réalité physique. C'est un choix de coordonnées. Si tu changes ta vitesse, tu tranches le pain de l'espace-temps selon un angle différent. Tu modifies littéralement quels événements sont considérés comme simultanés. Cela signifie qu'il n'existe pas d'horloge maîtresse universelle qui tic-tac en arrière-plan du cosmos. Il n'y a pas de point de vue divin où tout se déroule dans un ordre propre et net. L'ordre des événements peut réellement s'inverser selon ta manière de te déplacer. La causalité reste généralement sauve, mais le timing, lui, est négociable. Si le « maintenant » est relatif et si le temps est une dimension comme l'espace, cela mène à une conclusion qui fait passer le fleuve du temps pour une comptine pour enfants. On appelle cela le bloc. Si le temps est une dimension, alors le passé, le présent et le futur existent tous simultanément. Pense à une bobine de film. Tu regardes le film image par image, donc tu as l'impression qu'une histoire se déroule.
Mais si tu tiens la bobine dans ta main, la fin du film existe en même temps que le début. Toutes les images sont là, figées. La seule chose qui bouge, c'est la lumière du projecteur. Dans cette analogie, ta conscience est la lumière. Les événements de ta vie, ta naissance, ton petit déjeuner de ce matin, ta mort, sont simplement des images sur la bobine. Elles existent déjà. Elles ont toujours existé. C'est pour cela que les physiciens disent parfois que l'écoulement du temps est une illusion. Cela ne veut pas dire qu'il est faux. Cela veut dire que c'est un effet de perspective. Le dinosaure mort il y a 66 millions d'années n'a pas disparu au sens où il aurait été effacé de la réalité. Il est simplement à une autre coordonnée le long de la dimension du temps. Ce n'est pas parce que New York est loin de toi qu'elle cesse d'exister. Elle est juste ailleurs. Le passé est ailleurs dans le temps. Le futur est ailleurs dans l'autre direction. La structure est statique. L'expérience est dynamique. Tu pourrais alors demander, si le futur existe déjà, ai-je un libre arbitre? C'est la mauvaise question. C'est une question de philosophe. La question du physicien est, le système permet-il la prédictibilité? Et la réponse est complexe. Souviens-toi de l'œuf qui se casse. C'est l'entropie. Le futur est la direction du désordre croissant. Même si le bloc est statique, les motifs à l'intérieur du bloc obéissent à des règles. Tu ne peux pas sauter directement à la fin du film, car les images intermédiaires sont les étapes nécessaires pour construire ce futur. Tu es le processus. Tu n'es pas un passager transporté par le temps. Tu es la réaction chimique qu'est le temps. Tu es le mélange des cartes. Revenons une dernière fois à l'expérience du comptage, car elle cache une leçon sur les capacités. La personne qui visualisait le maître ruban pouvait faire quelque chose que le compteur vocal ne pouvait pas, lire et compter en même temps. Elle disposait d'une puissance de traitement parallèle grâce à son imagerie interne. La physique te donne ce pouvoir. Quand tu cesses de traduire l'univers en fleuve et en écoulement et que tu commences à le voir comme de la géométrie, des mathématiques, des structures, tu gagnes un super pouvoir. Tu peux comprendre comment les trous noirs arrêtent le temps, comment la gravité n'est que la courbure de la carte. Tu cesses d'être victime de l'illusion et tu deviens lecteur de la carte. Et pourtant, nous devons rester humbles. Nous avons parlé de la manière dont nous stockons l'information. Fonction d'onde, exponentielle, champ électrique. Nous apprenons ces termes sophistiqués. Nous écrivons ces symboles et nous pensons avoir capturé la réalité. Mais souviens-toi, la personne à côté de toi peut stocker cette même fonction d'onde avec une image mentale totalement différente. Elle peut voir une membrane vibrante pendant que tu vois une ligne ondulée. Nous sommes tous des aveugles touchant un éléphant, le décrivant les uns aux autres, dans des langues que nous comprenons à peine. Les mathématiques fonctionnent, mais elles restent toujours une traduction. Si le simple fait de compter jusqu'à 60 secondes est si instable, imagine à quel point notre perception de l'éternité ou du commencement est fragile. Nous demandons « Comment l'univers a-t-il commencé ?» Et nous attendons une histoire du type « Il était une fois ». Mais l'univers ne fonctionne pas en histoire. Il fonctionne en état, en champ, d'une manière qui peut ne même pas avoir de « avant ». Nous essayons de compter les chaussettes de l'univers, mais l'univers ne porte pas de chaussettes. Il tisse le tissu lui-même. Alors, qu'est-ce que le temps? Le temps est ce qui empêche tout d'arriver en même temps. Le temps est la mort thermique de l'univers en attente. Le temps est la courbure de l'espace causée par la matière. Mais surtout, le temps est un miroir. Il reflète les limites de ton propre cerveau. Quand tu regardes une horloge, tu ne vois pas le temps. Tu vois une machine conçue pour te rassurer, un régulateur social. Le vrai temps, le temps physique, est une bête sauvage et indomptée qui se déplace à des vitesses différentes, s'arrête près des trous noirs et ne s'écoule peut-être même pas du tout. Si cela te fait mal à la tête, tant mieux. Cela signifie que le système de traduction est en train de se fissurer, que tu commences à voir les failles dans le mur du bon sens. N'aie pas peur de la confusion. En science, la confusion n'est pas une impasse. C'est la ligne de départ. Cela signifie que tu es sur le point d'abandonner un mensonge confortable pour une vérité difficile. Le temps n'est pas ce que tu crois. C'est bien plus que ça.
Et le fait que nous, petites machines biologiques faites de poussière d'étoiles et d'angoisse, soyons capables de comprendre cela, c'est la plus grande merveille qui soit.